Nous parlons d'IA, mais le vrai sujet devrait être l'informatique à grande échelle. Je parlais avec Elon il y a une semaine à propos de Grok 3 et je lui ai demandé comment Grok 2 avait pu évoluer vers un Grok 3 si performant au point de figurer parmi les meilleurs. Sa réponse a été qu'il disposait de la plus grande collection d'ordinateurs dédiés à l'entraînement d'un seul modèle, alors que tous les autres sont fragmentés. C'est une autre preuve datant d'il y a une semaine que les lois de la mise à l'échelle en calcul permettent de réaliser des choses extraordinaires. C'est pourquoi, si l'on revient à l'évolution de l'Alto et de l'Ethernet, on voit cet effet cumulatif. Quand les lois de la mise à l'échelle s'arrêteront-elles? Dario Amodei a écrit un excellent article que vous devriez tous lire sur DeepSeek et les lois de la mise à l'échelle. Il y propose qu'il en existe en réalité 3 lois. La première est celle que vous connaissez, l'apprentissage profond, Deep Learning. C'est ce qui fait fonctionner ChatGPT. Et cette loi stipule que plus on ajoute de matériel et de données, plus on obtient de comportements émergents. Nous n'avons encore trouvé la limite de ce phénomène. Tout le monde dit qu'il en a une, mais nous n'avons pas encore atteinte. Je suis certain qu'il y aura une limite, mais comme nous ne l'avons pas trouvée, je me joins au club. Et rappelez-vous que l'existence d'une limite ne signifie pas qu'elle est proche. La deuxième concerne l'apprentissage par renforcement. C'est essentiellement ce qu'a fait AlphaGo. Le principe est d'évaluer différents chemins, d'anticiper et de revenir en arrière en attribuant une fonction de récompense. La troisième est appelée le calcul en temps de test, Test Time Compute, où le système met à jour ses réponses tout en les fournissant. Dario soutient, et je pense qu'il a raison, que ces deux dernières n'en sont qu'au début de leur potentiel de mise à l'échelle. Cela signifie que les concepteurs de matériel ici présents doivent nous construire plus de matériel. Et pour ceux qui travaillent sur l'électricité et l'énergie, nous avons besoin de beaucoup plus d'énergie. Pour vous donner un exemple de la demande énergétique, j'ai récemment passé beaucoup de temps dans le monde arabe et en Inde. Ces gens sont suffisamment audacieux pour parler de centres de données de 1 à 5 gigawatts, voire d'agents jusqu'à 10 gigawatts. Laissez-moi vous rappeler ce que représente 1 gigawatt. Le plus grand barrage hydroélectrique produit environ 2 gigawatts. Ceux très grands, ceux qui sont si larges qu'on ne peut pas les traverser en voiture. Une centrale nucléaire produit entre 1,5 et 2 gigawatts. Nous parlons donc de l'équivalent de 2 centrales nucléaires pour un seul centre de données. C'est de cela qu'il s'agit. Et au passage, 1 gigawatt représente plus ou moins 45 milliards de dollars de matériel à l'intérieur. Si vous en avez 10, cela fait un demi-billion de dollars. Avec ce type de mise à l'échelle, de nombreuses personnes travaillent sur des algorithmes pour réduire la demande énergétique de ces clusters, notamment pour l'IA. Mais à mesure que cela devient plus rentable en énergie et que les algorithmes sont plus efficaces, les gens risquent de l'utiliser davantage. Selon vous, quelle courbe l'emportera à la fin en termes d'agrégats? Il y a un vieil adage qui dit « Ce que Grove donne, Gates le reprend ». Les anciens comprendront que je parle d'Intel qui fabrique le matériel et de Microsoft qui l'utilise entièrement. Cela semble toujours arriver juste à temps. Quand quelque chose ne fonctionne plus, un meilleur matériel arrive et voilà, les développeurs de logiciels sont contents, avant de se plaindre qu'il leur faut encore plus de matériel. Je pense que c'est ainsi que ça fonctionne. Nous sommes certainement au milieu de ce cycle, mais pas à la fin. Un scénario qui me semble le plus probable est que nous finirons avec de très grands centres de données. Oui, il y a des améliorations. Un autre exemple est DeepSeek, qui a beaucoup fait parler de lui. L'amélioration du coût par requête et de la livraison des requêtes est en fait plus rapide sur Gemini que sur DeepSeek. C'est un fait bien établi. L'amélioration de ces algorithmes d'apprentissage profond augmente d'environ un facteur de 10 par an. Avec un facteur de 10 chaque année, il y a une marge énorme pour l'innovation. Ce que DeepSeek a fait, c'est développer un algorithme entièrement nouveau pour réaliser ce qu'on appelle le SFT. C'est une véritable invention, mais comme ils l'ont publié en open source, tous leurs concurrents ne font que le copier. De plus, ils ont reconnu avoir basé leurs algorithmes sur le modèle open source de Meta, Llama 40. Beaucoup pensent aussi qu'ils ont utilisé de manière illégale ou inappropriée des données d'OpenAI. La preuve en est que si vous demandez à DeepSeek qui il est, il répond « Je suis OpenAI ». Il a simplement appris ce qu'on lui a dit. L'industrie pense en fait que nous avons déjà collecté toutes les données nécessaires. Mais je pensais aussi à la vitesse.
Vous parliez du matériel, et ce qui est incroyable avec l'IA, ce n'est pas seulement les puces plus rapides, mais aussi l'architecture informatique et les algorithmes qui permettent une accélération beaucoup plus grande. Je crois que c'était l'un des commentaires dans votre livre, lorsque vous écriviez la postface du premier, que les choses évoluaient encore plus vite que vous ne l'aviez anticipé. Maintenant, une grande partie de la conversation porte sur l'extrapolation. Au-delà de l'algorithme, de ce qu'il peut faire, de la puissance qu'il consomme, de ses faiblesses ou de ses hallucinations. Mais fondamentalement, comment cela change-t-il l'interaction des gens avec l'ordinateur ? Je pensais au fait que tout cela est possible parce que des gens ont développé des algorithmes, des puces, et que des foules de personnes ont dû étiqueter des données pour l'entraînement. Maintenant, on embauche des gens pour vérifier les réponses et aider à trouver la meilleure réponse pour le renforcement. Mais à un moment donné, cette relation va changer. L'interaction des gens avec les outils change déjà. Ce sera peut-être un tout. Permettez-moi de présenter un argument plus fort. Il y a 50 ans, dans ce bâtiment, l'interface connue sous le nom de fenêtre, icône, menu et déroulant a été inventée. Je le sais parce que je l'ai utilisée. Elle a été inventée et je l'ai utilisée. Cette interface WIMP a 50 ans et c'est celle que vous utilisez tous les jours sur un ordinateur personnel avec ses dérivés sur téléphone. Ne serait-il pas logique que l'IA puisse générer suffisamment de données pour créer une interface à la demande, adaptée à vous et à votre tâche ? Et que toute la notion de graphique matriciel, de boîte de délimitation fixe et tout ce qui a été inventé ici soit complètement remplacé par la narration. Si l'on y réfléchit, en tenant compte de la culture et de la langue de la personne, l'expérience est profondément différente. Et je pensais aussi à la différence entre l'IA et l'analytique. Nous pensons au big data, et dans de nombreux cas, ce sont les humains qui définissent les algorithmes et les approches que l'ordinateur optimise. Mais avec tout ce que Google a fait, il ne s'agissait pas d'entraîner l'IA sur des algorithmes fournis par des humains, mais de lui apprendre à apprendre. C'est ainsi qu'elle a gagné aux échecs, au Go et dans tant d'autres domaines, comme le pliage des protéines. Comment voyez-vous l'interaction entre les gens et l'ordinateur changer au-delà du simple outil, de l'extension qui aide à accomplir des tâches, pour devenir une collaboration d'un type que nous n'avons jamais vu ? Je sais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps au SRI. Si l'on y réfléchit, au moins pour la prochaine décennie, Ce sera nous travaillant avec les ordinateurs. Il existe des scénarios que nous appelons l'intelligence artificielle supérieure, dont je peux parler, où cela pourrait changer, mais au moins pour le futur proche, ce sera nous et les ordinateurs. Le premier livre et celui-ci traitent fondamentalement de ce que signifie pour l'identité humaine de travailler avec une intelligence supérieure à la nôtre dans certains domaines et inférieure dans d'autres. Nous pensons collectivement que l'industrie fait progresser ces technologies plus vite que les gouvernements et la société civile ne peuvent s'y adapter. On le voit bien. Je peux vous assurer que les inventeurs des réseaux sociaux, qui étaient pour la plupart des libéraux de San Francisco, n'avaient pas anticipé la polarisation mondiale que les réseaux sociaux ont permise en vous laissant trouver vos amis et en favorisant le rétrécissement de votre cercle social. L'amplification algorithmique, qui a commencé vers 2015 dans les entreprises technologiques, est au moins corrélée, sans en être nécessairement la cause, à une augmentation des maladies mentales. Les adolescents, en particulier les adolescentes, de nombreuses preuves, ou du moins des corrélations, le montrent. Encore une fois, lorsque nous inventions tout cela il y a 20 ou 30 ans, cela ne nous a jamais traversé l'esprit. Henri dirait avec sa voix allemande « C'est parce que vous n'avez suivi aucun de ces cours ». Et je répondrais « Oui, j'étais trop occupé à programmer ». Sa position, qui est en partie le sujet du livre, était que les solutions ne consistent pas à laisser les tech bros prendre ces décisions. Désolé pour le stéréotype, mais c'est vrai. Cela nécessite un effort concerté. La raison pour laquelle nous avons écrit ce livre était de lancer un appel en disant que nous avons besoin d'équipes interdisciplinaires, des gens qui comprennent l'histoire, qui n'ont pas eu de vie facile, qui comprennent comment les gens sont victimisés, en particulier les femmes et les enfants. Tout cela doit faire partie de la conversation. Quels sont les garde-fous appropriés ? L'IA, les avantages de l'IA sont si profonds, laissez-moi les énumérer.
Guérir toutes les maladies. J'ai un groupe qui a décidé qu'en 2 ans, il pourrait définir toutes les cibles humaines médicamenteuses. C'est assez énorme. Ensuite, l'industrie pharmaceutique essaierait de développer des médicaments pour ces cibles. Nous verrons s'ils y arrivent. Mais au moins, ils sont ambitieux. Ce serait digne d'un prix Nobel s'ils y arrivaient. Nous verrons bien. Ou de plusieurs. Il y a énormément de choses à faire en biologie. La biologie est à l'IA ce que les mathématiques sont à la physique. Dans le sens où la biologie est si compliquée que vous aurez besoin de l'IA pour l'interpréter. Et c'est ce qui se passe. Une autre façon de le dire pour la biologie est que la prédiction de séquences, ce qui est le principe de ChatGPT, la manière dont ces algorithmes d'apprentissage profond ont évolué, est qu'ils prennent une phrase, retirent un mot, puis évaluent s'ils ont remis le bon mot. Tout système de physique, de mathématiques, de biologie, etc., basé sur des séquences, est adaptable à ces techniques. C'est pourquoi, par exemple, AlphaFold a si bien fonctionné. C'est une utilisation naturelle et logique de la prédiction de séquences. Prenons le changement climatique. Le changement climatique est toujours d'actualité. Et le développement de nouvelles sources d'énergie, de matériaux, d'une meilleure capture du carbone, tout cela en dépend. Je pourrais vous donner des exemples à l'infini. La santé est l'exemple le plus évident. Qu'en est-il d'un médecin IA pour le monde entier? Quelqu'un qui travaillerait avec l'infirmière praticienne. J'étais en Birmanie et je parlais avec la guide. Je lui ai dit que je ne voyais aucun hôpital. Elle m'a répondu « Oh, nous n'en avons pas ». Je lui ai demandé ce qu'il se passait. Elle m'a dit que certaines personnes, si elles sont vraiment malades, j'ai dit « Oh ». Un silence. Puis elle a ajouté « Ils marchent dans les bois et ils meurent ». C'est très triste, cela ne me serait jamais venu à l'esprit, mais c'est probablement vrai pour une grande partie de la population mondiale. Pourquoi ne pouvons-nous pas améliorer cela? La réponse est de penser à un médecin IA dans leur langue qui les sert. Les enseignants. Il existe de nombreuses preuves de l'excellente utilisation de l'IA dans le haut de gamme. Mais qu'en est-il d'élever le niveau d'éducation de la personne moyenne, encore une fois, dans sa langue et à son niveau pour aider les enseignants dans les écoles rurales? Pourquoi n'en avons-nous pas cela? Toutes ces choses sont très puissantes. Du côté négatif, j'ai travaillé avec les suspects habituels sur la question de la sécurité de l'IA. Un sujet que vous avez également beaucoup étudié. Le problème principal aujourd'hui concerne la biologie et le cyber. Le cyber parce qu'il est assez évident que si vous faites suffisamment d'apprentissage par renforcement, vous pouvez finir par trouver une faille zero day. Imaginez si vous aviez une super intelligence. Elle pourrait les trouver très rapidement. Nous verrons si cela arrive. Et en biologie, il s'avère qu'il est relativement facile de prendre des virus existants et de les modifier pour que les solutions et détections actuelles ne fonctionnent plus, et qu'ils tuent alors beaucoup de gens. Heureusement, cela n'est pas encore arrivé. Dans l'industrie, on craint que les gens ne comprennent pas cela. Et nous devrons faire face à ce que j'appellerais, pour ne pas être cruel, un événement mortel modeste, quelque chose de l'ampleur de Tchernobyl, qui effraierait tout le monde au point de leur faire comprendre la situation. Nous voyons cette possibilité, nous faisons tout notre possible pour contenir et prévenir cela. Mais faut-il une tragédie? Hiroshima et Nagasaki en furent une. C'est là que Henry, comme vous le savez, avec le projet RAND, a essentiellement inventé la destruction mutuelle assurée dans les années 1950. Nous allons devoir passer par un processus similaire, et je préférerais le faire avant l'événement majeur. Vous dépeignez un tableau où il y a à la fois des bénéfices extraordinaires et des risques. Le risque, comme vous l'évoquez dans votre livre, est de savoir comment aligner ces systèmes pour qu'ils reflètent et protègent les valeurs humaines. J'ai aussi trouvé très convaincante la discussion sur l'amélioration de la productivité et la croissance formidable pour la société, mais qui pourrait avoir des effets très perturbateurs en termes d'équité et d'équilibre des chances. Pour conclure avant les questions, quelles sont les mesures qui peuvent être prises, dans la lignée de ce que vous décrivez dans le livre, pour commencer à encadrer cela, afin que nous puissions obtenir les avantages tout en minimisant les risques? Henri et moi sommes allés en Chine pour rencontrer Xi et les avertir. C'était bien avant DeepSeek.
En conséquence, les États-Unis et la Chine ont des discussions informelles à ce sujet. Elles sont hilarantes parce que les Américains sont sur Zoom, l'air un peu désordonné, tandis que les Chinois sont tous alignés en rang avec leurs petites cravates très organisées et précis. Je suppose que c'est la façon pour chaque camp de montrer son affection à l'autre. Je ne pense pas que je serai un très bon diplomate. Mon co-auteur Craig mène ces discussions et le fait très bien. Tant que vous n'avez pas à manger des crevettes non décortiquées avec des baguettes. Cela m'est arrivé une fois à Pékin. Je pense que la vraie question, et c'est peut-être pour cela que je ne suis pas diplomate, est qu'il est très difficile d'amener l'autre camp à renoncer à quelque chose alors que vous êtes en pleine course. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a dit « j'ai une idée ». J'ai demandé « quelle est votre idée ?» Nous allons conclure un traité où chaque camp dispose d'une bombe reliée à l'alimentation électrique du centre de données de l'autre et peut la faire exploser à distance en cas de mécontentement. J'ai répondu « bonne chance avec ça ». Les gens réfléchissent à la manière de créer de telles situations. J'ai publié un article avec Dan Hendricks la semaine dernière sur la superintelligence que j'espère vous aurez l'occasion de lire. Pour finir sur ce point, c'est important. L'industrie est convaincue que d'ici peu, nous n'aurons plus seulement des scientifiques humains, mais aussi des scientifiques IA. L'industrie pense que vous aurez, par exemple, 1000 personnes chez OpenAI et 100 000 scientifiques IA. Supposons que ces scientifiques IA soient aussi bons que les humains, voire meilleurs. La pente de l'innovation, je vous l'ai dit, est d'un facteur disparant, ce qui est stupéfiant. Que se passe-t-il lorsque vous ajoutez 1 million de scientifiques IA? On peut supposer que la pente devient presque verticale. Maintenant, imaginons que les États-Unis, ce qui est peu probable, se ressaisissent et réussissent cet exploit. Nous avons tous les centres de données nécessaires et nous venons de le faire, tandis que la Chine a 6 mois de retard. Tout le monde ici dirait que ce n'est pas un problème, 6 mois ce n'est pas grand-chose. Mais dans les secteurs à effet de réseau, lorsque la pente de croissance est si forte, on ne rattrape jamais ce retard. Cela signifie que lorsque l'Amérique arrivera au point où quelque chose de nouveau pourrait complètement détruire la Chine, celle-ci aura un retard de 6 mois au plus, et vice-versa bien sûr. La première conclusion est que l'Amérique doit gagner la course à la superintelligence, c'est assez évident. Mais la vraie question est de savoir comment gérer les partenariats mondiaux. Une chose évidente à se demander est que ferait la Chine en premier si nous étions en avance? D'abord, elle essaierait de voler la propriété intellectuelle. Ensuite, elle tenterait de modifier les poids du modèle, ce qu'on appelle une attaque contradictoire. Cela pourrait fonctionner, mais supposons que cela ne fonctionne pas et que nous approchions d'une domination intellectuelle totale. En construisant 1000 Einstein et 1000 Léonard de Vinci bien avant eux, quelles sont les options de la Chine? Une attaque préventive. Vous voyez dans cette logique que c'est intrinsèquement déstabilisateur pour l'ordre mondial. C'est un problème que Henry n'avait pas. Quand il négociait avec les Soviétiques, il leur disait combien de missiles ils possédaient au début en utilisant nos informations classifiées sur leurs informations classifiées. Ainsi, ils savaient ce que nous savions, et la négociation consistait à dire « Vous avez 5000 missiles de tant de kilotonnes, c'est trop. Nous en avons moins, mais plus puissants. Peut-être pouvons-nous réduire les deux nombres. » Il m'a raconté qu'un jour, il est entré en réunion. Les Soviétiques étaient d'un côté, les Américains de l'autre, et il dirigeait. Il a commencé à parler, et immédiatement, ils se sont tous mis à se crier dessus de l'autre côté, et un type a été évacué du côté russe. Il n'avait pas l'habilitation pour savoir ce que les Russes faisaient et que Henry apprêtait à leur dire. Imaginez une telle scène aujourd'hui. Avant de passer aux questions, faites-vous une distinction entre la superintelligence et l'intelligence généralisée? Oui, l'AGI.
La définition évolue dans l'industrie. D'ailleurs, j'appelle cela l'école de San Francisco. L'école de San Francisco pense que nous atteindrons l'équivalent de quelque chose de proche de l'AGI d'ici 3 à 4 ans, ce qui, si c'est le cas, sera un événement majeur. C'est presque plus important que la fondation de Xerox PARC. Presque, mais pas tout à fait. Xerox PARC est très important, mais l'arrivée d'une superintelligence égale à la somme de... La superintelligence est quelque chose de plus grand encore. C'est lorsque vous prenez la somme de l'intelligence de tout le monde et que vous dites « nous sommes encore plus intelligents que cela ». Une question sur la désinformation. Qu'est-ce que la vérité, surtout lorsque les nouvelles informations dépassent l'échelle des connaissances humaines connues? Ne sommes-nous pas en train de créer la réalité? Scales beyond known human information, and the question is a provocative question: aren't we creating reality? Henry était très intéressé par le coup 37 d'AlphaGo. Le jeu de Go existe depuis 2500 ans et AlphaGo a inventé un coup qui n'avait jamais été vu ou du moins documenté dans l'histoire humaine et qui a fonctionné, leur faisant gagner la partie. Il n'arrêtait pas de me demander « est-ce une intelligence extraterrestre? Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai répondu que c'était une dérivation algorithmique d'un chemin particulier. Mais ce n'est pas ce qu'il cherchait. Il voulait savoir pourquoi cela s'était produit là et pas avec des humains. Concernant la question de la vérité, chez Google, je répondais toute la journée que je n'en avais aucune idée, mais que nous savions comment classer les tentatives des gens pour atteindre la vérité. En tant que scientifique, je vous dirais que la science fonctionne grâce à la capacité de réfutation. Dès que quelqu'un publie un résultat scientifique, tout le monde essaye de le réfuter. S'il résiste à suffisamment d'attaques, alors il est considéré comme vrai. Je me souviens avoir appris la théorie de la relativité d'Einstein et avoir pensé que c'était la chose la plus stupide qui soit. J'en ai parlé à un ami doctorant en physique qui m'a dit « Je l'utilise tous les jours, ça marche tout le temps ». En d'autres termes, « Eric, tu as tort ». Il semble donc que notre compréhension de la vérité en science repose sur la répétabilité, la réfutabilité, etc. En ce qui concerne le discours public, nous sommes dans une situation où les gens ont perdu leurs repères. La distinction entre le en-ligne et le hors-ligne disparaît, car ils vivent de manière fluide entre les deux. Ils perdent la perspective de ce qui est vrai. Quelles sont les choses les plus importantes dans votre vie? Votre santé, votre famille, les gens qui vous entourent, votre sécurité, votre environnement immédiat. Nous sommes en train de perdre tout cela. Et c'est bien pire avec les algorithmes d'IA, car ils maximisent les revenus en maximisant l'indignation.